Bonsoir. Bonsoir. Pas de poignée de main. Bonsoir. Petite obsession, mais pas poignée de main. Pas de poignée de main. Merci en tout cas d'être avec nous, Laure Lavalette, face à BFM ce soir, après cette journée qu'on disait importante, cruciale, ces deux motions de censure que vous avez permis de rejeter. Aujourd'hui, Marine Tondelier disait mensonge, à votre propos, hein, mensonge, hypocrisie, elle parle de vos électeurs qui peuvent être troublés ce soir. Venant de quelqu'un qui a fait élire la Macronie, je rigole. Souvenez-vous quand même, l'entre-deux tours des élections législatives, la famille politique de Madame Tondelier et l'entièreté du nouveau Front Populaire se sont désistés. Plus de 100 candidats se sont désistés pour faire élire des candidats de la Macronie. Ils ont fait élire Gérard Darmanin, ils ont fait élire Elisabeth Borne, eux qui étaient tant opposés à cette réforme des retraites, qu'ils ont fait élire la prêtresse de la réforme des retraites. Donc vous imaginez bien, un budget. et donc vous imaginez bien quand même que venant de ça, toujours Premier ministre ce soir. On a combien de temps pour en parler, dites-moi? Une bonne vingtaine de minutes pour en parler, mais de fait, ça veut dire qu'en réalité, tout le monde se tient. Vous vous tenez tous. Vous savez, il y a des jours dans la vie politique et surtout dans la vie politique d'opposition où vous êtes obligé de prendre des décisions entre deux choix qui ne vous conviennent ni l'un ni l'autre. Effectivement, nous aurions pu voter cette motion de censure, mais ça n'aurait eu aucun effet puisque les socialistes ont sifflé la fin du match en effectivement se couchant ou s'alliant avec cette espèce de majorité macroniste LR. Et vous faites quoi alors si vous votez pas la censure? Ils ont donné le ton, Monsieur Benjamin Duhamel, c'est eux qui ont quand même donné le ton. Mais voilà, nous on pense, vous savez, sur le terrain, les Français nous disent dans la même phrase qu'ils veulent faire tomber ce gouvernement, mais qu'ils ont envie de stabilité. Je pense que ce qui ressort de cette phrase-là, c'est en fait l'aversion des Français maintenant pour Emmanuel Macron, mais les Français sont légitimement inquiets aussi de ne pas avoir de budget. Ce budget, il n'est pas bon. Nous l'aurions vraiment combattu s'il n'avait pas été passé en force avec un 49-3. La vraie question qu'il faut se poser et que nous nous sommes posés, c'est est-ce qu'avec ces gens-là, nous aurions pu avoir un meilleur budget dans un mois ou dans 2 mois? La réponse est évidemment non. Pour avoir un autre budget, il faut, je pense, attendre des élections futures et que probablement Marine Le Pen arrive à la présidence. Que vous venez d'utiliser, je ne le comprends pas, il m'étonne en réalité. Quand vous dites les socialistes ont donné le ton, j'ai souvenir d'élus du Rassemblement national qui justement n'attendaient pas de savoir ce qu'allait faire le Parti socialiste pour prendre une décision. Mais on est bien d'accord, mais qui disait UMPS dès lors que... D'accord, mais mathématiquement parlant, vous êtes d'accord qu'il faut que toutes les oppositions se mettent d'accord pour faire tomber un gouvernement. Et d'ailleurs, c'est plutôt heureux. Donc s'ils avaient censuré, vous auriez éventuellement pris une autre décision? Nous aurions peut-être réfléchi différemment, mais oui, évidemment, peut-être que nous aurions réfléchi différemment. En tout cas, là, c'est sûr. Donc le sujet, c'est pas de doter un budget à la France, que de toute façon, le match était déjà plié au moment où les socialistes ont dit qu'ils ne voteraient pas cette motion de censure. Raison de plus pour voter en cohérence et la bonne nouvelle selon vos idées politiques, c'est une motion gratuite. C'est que c'est la fin du nouveau Front Populaire, de la fin de cette escroquerie où il n'y avait pas finalement de programme commun. Mais attendez, les socialistes tellement attachés à la réforme des retraites. Ce que vous dites est trop important pour qu'on ne s'y arrête pas. Là, vous allez sur les éléments de langage sur la gauche. Vous venez de dire. Merci, si le Parti socialiste, j'ai le droit de réfléchir sans que ce soit des éléments de langage. Vous venez de dire si le Parti socialiste avait pris une autre décision, nous aurions peut-être pris une autre décision. Mais ça veut dire que vos convictions dépendent en fait de ce que font Olivier Faure et Maurice Vallon. Mais quelle qu'ait été la décision que nous ayons prise, de toute façon, elle ne faisait pas tomber le gouvernement. Raison de plus pour la prendre en fonction de ce que vous pensez et pas en fonction de ce que pense le PS. Est-ce que de voter cette motion de censure, vous pensez que ça aurait amélioré le quotidien des Français? Évidemment que non, puisque de toute façon, ce gouvernement-là ne serait pas tombé. Et même si ce gouvernement-là était tombé, on aurait eu un mercato différent. Madame Prima serait peut-être passée à l'écologie. Voilà, on aurait eu des changements. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas de trajectoire différente, tant qu'on n'a pas des budgets qui veulent faire des économies structurelles, qui veulent s'attaquer à l'immigration, qui veulent s'attaquer à l'Union européenne, qui veulent s'attaquer à la fraude, à ce moment-là, il ne changera pas. Mais Laure Lavalette, ce budget, il va avoir des conséquences très concrètes sur la vie des Français. Ça veut dire que vous allez être comptable devant les Français, devant vos électeurs, des conséquences de ce budget sur leur vie quotidienne. Vous êtes prête à l'assumer, ça? Mais Monsieur Daré, pas du tout. Vous savez très bien que le budget, c'est la traduction comptable de choix politiques. Et que quand on est dans l'opposition, on ne vote jamais le budget. Oui, mais vous avez permis d'une certaine façon à ce que ce budget soit adopté. Mais pas du tout. De toute façon. Vous en serez comptable politiquement? Mais pas du tout. Quoi que nous ayons fait, de toute façon, ce budget passé. La question, c'est voilà, est-ce qu'il est un peu moins mauvais que celui de décembre? Il est un peu moins mauvais. Il y a eu des victoires du Rassemblement national. Grâce à nous, les retraités ont vu leur retraite indexée sur l'inflation au 1er janvier. Les médicaments ne sont plus déremboursés. Bayrou, c'est mieux que Barnier. Un peu moins.
Écoutez, je pense qu'ils ont entendu effectivement j'allais dire, notre mécontentement sur le budget Barnier. En tout cas, sur la méthode, c'est mieux. Il n'empêche que ça ne nous empêchera évidemment pas de le censurer si nous pensons que c'est le moment. Vous avez vu, effectivement, il nous traite avec un peu plus de considération que ne le faisait. Vous vous sentez davantage respecté par François Bayrou? Oui, bien sûr. C'est pas très difficile. Monsieur Barnier nous a ghosté complètement, nous a invisibilisé tout le temps. Il y a quelque chose qui est étonnant malgré tout, c'est que quand on écoutait ces derniers jours les responsables du Rassemblement national, on pouvait avoir du mal à savoir ce que vous alliez faire. Jean-Philippe Tanguy, c'est pas n'importe qui, c'est l'un de vos représentants les plus médiatiques, député Rassemblement national de la Somme, qui lui est carrément venu à la télévision dimanche midi, encore lundi, en disant il y a quelque chose d'inacceptable dans le budget, c'est pour rentrer dans le détail, l'article 4 sur la question du marché de l'électricité, et qui dit ça, c'est une ligne rouge, ça mérite censure. Non, mais monsieur Tavel, vous avez raison. Jean-Philippe Tanguy était plutôt chafouin, il s'en est pas du tout caché, il vous l'a dit. Mais encore une fois, voilà, nous avions deux choix qui ne nous convenaient pas. Encore une fois, voilà, nous. Vous savez, les 7 ans de Macronie ont mis la France à genoux. Le pays, il est fracturé, il est divisé. Les Français sont précarisés. On est moqué sur la scène internationale. Peut-être qu'il y aura un moment immigration où on pourra parler de ces obligations de quitter le territoire français, où on nous fait des retours à l'envoyeur. C'est quand même complètement hallucinant. L'immigration est hors contrôle. Bien sûr que rien de tout cela nous convient. Après, voilà, les lignes rouges que nous avions sur le budget de décembre n'ont pas été franchies par le gouvernement Bayrou. Et effectivement, il ne peut pas nous convenir puisque ça n'est pas notre budget. Pour que ça nous convienne, il faut attendre soit que Jordan Bardella soit Premier ministre, et à ce moment-là, nous aurons un budget qui sera différent. Mais je voudrais simplement revenir 2 secondes sur la situation que nous vivons. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est que tous les gens qui ont défilé depuis tout à l'heure sur votre plateau ont fait alliance contre le Rassemblement national pour que Jordan Bardella n'ait pas de majorité. On se doutait bien qu'avec pas de majorité, nous serions dans un bourbier politique et institutionnel absolument terrible. Et c'est exactement ce que nous vivons. Ils ont paralysé le pays. Je pense qu'ils n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez. C'est les Français qui en payent leurs conséquences. Écoutez, je pense que sur une prochaine législative, les Français ne se feront pas avoir. Je reviens sur l'argument que vous avez employé tout à l'heure en disant ce budget-là, il est moins mauvais que la précédente proposition. Très légèrement. Et vous dites le RN a obtenu des choses, etc. Il y a eu des victoires. Sébastien Chenu, dans votre parti, dit, avec le même argument qui est employé par le PS tout à l'heure, le PS dit on a obtenu, on s'est battu, on a négocié, etc. On a obtenu. Sébastien Chenu dit le PS s'est fait acheter. Vous êtes fait acheter également. Il s'est fait acheter pour un plat de lentilles parce que le coût de la conférence sociale contre la réforme des retraites, c'était pas très très cher. La question, encore une fois, c'est est-ce qu'on aurait pu avoir un meilleur budget? La réponse est non. La réponse est non. Donc, je pense qu'on ne peut pas paralyser non plus la France pendant longtemps. Moi, hier, j'étais avec des militaires qui me disaient que c'était important que ce budget soit voté. Hier, j'étais avec des policiers, à la manif des policiers. Quand vous avez en face de vous des policiers qui vous disent que pour démarrer une voiture, ils mettent les pinces croco, vous vous dites quand même qu'on a un problème et qu'il faut que l'argent arrive jusqu'à eux. D'autres me disaient qu'ils poussaient des voitures devant des manifestants. On ne peut pas imaginer laisser nos services publics dans un état pareil, mais on peut revenir effectivement là-dessus. Le peuple français est le peuple le plus taxé. Les prélèvements obligatoires sont une part colossale, évidemment, du PIB. Et pourtant, nos services publics n'ont jamais été en dysfonctionnement. Donc voilà, moi je demande où va l'argent. Une question, est-ce qu'au fond, vous ne vivez pas aussi quelque chose de difficile pour vous? C'est qu'au moment des discussions sur le budget de Michel Barnier, ça avait terminé, ça n'avait pas empêché votre censure, par un courrier en tête de Matignon qui faisait la liste des concessions qui vous étaient faites. Là, en fait, comme vous l'avez dit vous-même, avec d'ailleurs beaucoup d'honnêteté, vous ne comptez plus dans la discussion. Parce que, en fait, vous n'avez plus la moindre influence sur le cours des choses. Ça, vous servez plus à grand-chose. On n'a tellement pas d'influence qu'on a 4 victoires, monsieur Duhamel. Vous êtes observateur de la vie politique, vous avez bien vu que le déremboursement des médicaments... Mais ça, c'était avant, ça? Non, c'était pas avant, c'était il y a absolument 2 mois. On a fait tomber ce gouvernement parce que ces lignes rouges étaient franchies. Et là, on a un nouveau budget où ces 4 lignes rouges ne sont pas franchies. Si vous n'appelez pas ça une victoire, au contraire, c'est la première victoire. Vous les partagez par exemple avec le PS? Les premières victoires d'opposition du Rassemblement national. Et ça prouve évidemment que les Français qui votent pour nous peuvent avoir la certitude que nous défendons leurs intérêts. Sur la fiscalité, par exemple, Laure Lavalette, si on prend 2 mesures qui sont comprises dans ce budget, la contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises, 8 milliards d'euros, la mesure qui rapporte 400 millions d'euros qu'on a beaucoup évoquée ce soir, celle qui concerne les micro-entreprises, ça ne justifie pas d'essayer de faire barrage à ces mesures.
Sur l'auto-entreprise, je pense qu'il faut raison garder. Le chiffre d'affaires moyen des auto-entrepreneurs, c'est 4 700 €. Donc j'ai bien vu vos reportages avec des gens qui étaient à 25 000 € ou au-delà. C'est quand même, j'allais dire, presque epsilon par rapport à l'ensemble des gens qui sont concernés. 25 000, ça fait un peu plus de 2 000 € par mois. Mais encore une fois, je vous dis, la moyenne, c'est 4 700 €. Donc on est quand même très très loin des 25 000 €. Mais je vous l'ai dit, ce budget... Pas grave. Ce budget ne nous convient pas. Mais encore une fois, nous sommes dans l'opposition. Ça ne vous a pas échappé que nous n'avons pas gagné. Enfin, je veux dire, il faudra attendre que nous soyons au gouvernement ou Marine Le Pen à l'Élysée pour pouvoir dérouler. Et nous, on a fait un contre-budget. La contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises. Si c'était votre budget, l'idée de faire contribuer de façon exceptionnelle aux entreprises qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais bien sûr, mais pourquoi pas? Mais en fait, vous savez, quand vous avez un budget... il faut choisir quel est votre poste. Là, il faut dire aux Français que le budget tel qu'il est fait, pour 1 € d'économie, il y a 9 € supplémentaires d'impôts pour les Français. Ce budget fait la poche des Français, mais on est bien d'accord. Il a fait un peu moins que le budget du mois de décembre. Mais voilà, la trajectoire n'est pas la bonne. Comment ne pas s'attaquer aux dépenses d'immigration, de guichet social, alors qu'on fait la poche des Français? Voilà, nous, ça nous paraît complètement aberrant, mais il ne vous a pas échappé que nous ne sommes pas dans leur famille politique. J'ai toujours pas compris, pardon. Si. Juste vous dire aussi quand même que nous sommes le seul parti politique, la seule famille à avoir fait un contre-budget. C'est un très mauvais budget. Il fait la poche des Français. Le voter n'aurait pas fait chuter le gouvernement. Mais on ne le vote pas. Non, voter la censure plutôt. Voter la censure n'aurait pas fait chuter le gouvernement, mais ça n'aurait rien changé du tout. Mais d'accord, mais vous auriez été cohérente avec ce que vous venez de nous expliquer. Vous venez de passer 10 minutes à nous expliquer tout ce qui n'allait pas. Mais vous nous dites que par ailleurs, voter la censure n'aurait eu aucun effet sur la stabilité, puisque de fait, il ne chutait pas. Je ne comprends pas que, au regard de l'argument que vous venez d'utiliser, c'est-à-dire ça ne fait pas chuter François Bayrou, qu'à un moment, vous n'ayez pas mis votre vote en cohérence avec tout ce que vous venez de nous dire. Mais parce qu'il faut vous ne priviez pas la France de budget, vous n'aviez en réalité aucun effet sur le destin de François Bayrou, et je finis par me dire que peut-être vous vous êtes dit qu'en votant effectivement une censure qui n'aurait abouti à rien, votre inutilité à l'Assemblée, vous y allez un peu fort, à l'Assemblée dans sa composition actuelle aurait été prouvée. C'est la seule conclusion à laquelle j'arrive en vous écoutant. Alors, il faut quand même pas oublier qu'on est le premier groupe à l'Assemblée nationale. On n'est même pas le premier groupe d'opposition, on est le premier groupe tout court. Donc, vous imaginez bien que l'inutilité, elle n'est pas de notre côté. Encore une fois, il faut bien un budget à la France. Vous n'avez pas eu peur de dire, voilà, on va voter la censure et ça va se voir qu'on n'a plus les manettes? Non, je vous assure qu'on n'a peur de rien et que la seule chose qui nous meut, c'est l'intérêt des Français. La seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Et je ne suis pas sûre que de ne pas avoir de budget plutôt que d'avoir un mauvais budget Mais ça n'aurait pas eu cette conséquence. Non, mais vous venez l'expliquer. Encore une fois, je vous dis, il faut que les militaires aient leurs 3 milliards. Mais si vous aviez voté la censure, ça n'aurait pas eu cet effet. Oui, mais de la voter, ça n'aurait pas eu d'effet non plus, Naïla Latrousse. Donc, dont acte, encore une fois, le match, il est complètement plié. Ce qui compte maintenant, je pense, ce sont nos propositions. C'est ça qui fait qu'on va être une opposition constructive, qu'on va demander à M. Bayrou, effectivement, de reparler d'immigration. Alors justement, une opposition constructive. Vous dites François Bayrou s'interroge ce soir, peut-il encore réformer? Il y a des textes qui pourraient effectivement arriver à l'Assemblée nationale avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On évoquait il y a quelques instants quelques mesures. Très concrètement, par exemple, est-ce que vous pourriez voter le délit de séjour irrégulier, le rétablissement, ou encore le fait de rallonger la durée de rétention? Non, mais ça, par exemple, vous soutiendrez le gouvernement sur ces mesures-là? Évidemment. Enfin, Monsieur Darey, le rétablissement du séjour irrégulier, ça fait partie de notre programme, évidemment. Moi, la question que je pose plutôt à Monsieur Retailleau, c'est pourquoi n'a-t-il pas voté le rétablissement des peines planchées? Pourquoi est-ce que son gouvernement n'a pas voté la levée des freins à l'expulsion des délinquants étrangers une fois qu'ils aient purgé leur peine? Donc vous soutiendrez le gouvernement sur ces questions-là? Mais bien sûr, mais tout ce qui va amener de la fermeté en matière migratoire, mais évidemment, mais nous ferons exactement ce que nous avons. Il vous facilite pas la tâche, quand même, dans la Valette, Bruno Retailleau, puisque à certains moments, on a le sentiment que il utilise vos mots, qu'il prend des propositions qui étaient pour certaines les vôtres. Là encore, sans vouloir reprendre le mot d'inutilité utilisé par Naïla Latrousse, si vous avez un ministre de l'Intérieur qui, à peu de choses près, défend les mêmes mesures que vous... Mais quelle joie pour nous, Monsieur Duhamel, que le ministre de l'Intérieur... C'est sûrement en ça qu'on est très différent des autres, Monsieur Duhamel. Mais nous, tout ce qui peut améliorer la fermeté en matière migratoire et pénale, on est ravis. Et si c'est eux qui le font, qui commencent, ça sera ça de moins à faire quand nous arriverons au pouvoir. Le seul problème avec Bruno Retailleau, c'est qu'il parle beaucoup, il est très isolé. On l'a bien vu avec l'histoire du voile, quand il dit qu'il est opposé au voile au moment des accompagnatrices scolaires et que Madame Prima, qui était là juste avant moi... Vous voulez toujours interdire le voile dans l'espace public le lendemain, ça fait partie évidemment du projet de loi de Marine de la loi contre le séparatisme.
l'antisémitisme, bien sûr. Donc aucun voile dans l'espace public. On en reparlera, Monsieur Duhamel, mais effectivement. Mais on en reparlera ou c'est dans votre projet? Mais effectivement, c'est dans notre projet parce que c'est quand même un marqueur aussi d'appropriation visuelle et donc, ça peut être un signe de radicalisation. Mais en tout cas, quand Bruno Retailleau dit ça et qu'il est, j'allais dire, désavoué dans la minute par Madame Prima, qui est porte-parole du gouvernement, je me dis qu'il est très isolé et que pour l'instant, c'est effectivement, comme dit Bardella, le ministre de la parole, mais rien n'a été transmis par des actes. Encore une fois, pourquoi est-ce que M. d'Aragon n'a pas appelé à voter la loi d'Edwige Diaz? Je ne le comprends pas. Vous lui dites à Bruno Retailleau, rejoignez-nous? Je lui dis que si vraiment il veut être dans une famille politique qui aura la volonté politique de s'attaquer à cette immigration, si vous voulez, on peut s'arrêter 2 minutes sur les chiffres. Il y a quand même 337 000 premiers titres de séjour en 2024. On est au-delà des... Et plus d'expulsions et moins de régularisation. Non mais attendez, c'est colossal. Ça veut dire il y en a un toutes les 2 minutes qui rentrent sur notre sol. C'est colossal. Il faut que les Français comprennent bien que quand les étrangers rentrent sur notre sol, ils ne repartent jamais. Alors, dans les 336 000 dont vous parlez, il y a, je crois, 109 000 de mémoire étudiants. Étudiants, oui. Jusqu'à preuve du contraire, les étudiants n'ont en grande majorité pas vocation à rester sur le territoire. Non, mais enfin, globalement, vous savez, l'assassin de la petite Lola était rentré avec un visa étudiant. Vraisemblablement, elle n'est pas partie. Vraisemblablement, elle a... la majorité des étudiants. D'accord, la majorité, mais la question n'est pas là. Vous voulez réduire aussi les visas d'étudiants? Mais on verra. Mais pour l'instant, il faut réduire cette immigration. On verra, oui ou non? Sûrement en dernier, Monsieur Daré, parce qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir ces liens. Mais oui, on veut réduire drastiquement. On ne veut plus que les gens rentrent sur notre sol parce que ça n'est plus possible. Parce que ça pèse sur nos comptes publics, ça pèse sur l'hôpital. Quand vous avez 500 000 personnes qui rentrent, parce que là, on parle des premiers titres de séjour, mais il y a aussi les demandeurs d'asile, à peu près 140 000. Vous avez raison, il y en a 10 000 de moins qu'année dernière. Sauf qu'avant, il n'y en avait qu'1 sur 3 de demandes d'asile qui étaient acceptées. Là, on est à 1 sur 2. Et donc, de celles qui ne partent pas, souvenez-vous, nous ne sommes qu'à 10% des OQTF qui sont exécutés. Et lors du voyage du Premier ministre, on apprend que 5% des 10% ne sont exécutés que dans le département de Mayotte. Donc en fait, les Français ont bien compris que quand les étrangers rentraient sur notre sol de façon irrégulière ou pas, ils ne repartaient jamais. Et encore une fois, vous ne pouvez pas accueillir tous les ans 500 000 étrangers et ne pas construire... plus d'hôpitaux, par exemple, parce que ces gens-là, ils sont malades comme vous et moi. Juste une chose, et dans donc, la Valette, à chaque fois, je le redis quand on est un invité du Rassemblement national, parce que systématiquement, vous ressortez ce chiffre de 500 000, ça ne veut pas dire que tous les ans, 500 000 étrangers viennent s'ajouter à la population française. Non, bien sûr. Mais non, bien sûr que non. 300, bien sûr que non. Il y a des mouvements, il y en a qui partent, etc. Parce que ça voudrait dire juste une chose. Ça voudrait dire que depuis, parce que c'est un chiffre que vous donnez aussi, ça voudrait dire que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on serait à 3,5 millions d'étrangers en plus. Ça n'est pas du tout ce que dit l'INSEE. Je vais vous donner le stock de premiers en ce moment. Ça n'est pas du tout ce que dit l'INSEE. J'aime pas ce terme parce qu'on parle de personnes, mais le stock de premiers titres de séjour à l'heure actuelle, c'est 4,2 millions. C'est quand même colossal. On est à peu près à entre 600 000 et 900 000 clandestins. Nous ne voulons pas de régularisation de clandestins. Il n'est pas question de donner une prime et de régulariser des gens qui sont rentrés illégalement sur notre sol. Vous avez dit ça, Laure Lavalette. C'est sûrement en ça que nous sommes très différents aussi des autres familles politiques. Vous avez dit ça, Laure Lavalette, le titre de l'émission, c'est Bayrou peut-il réformer? Est-ce que vous faites d'une loi immigration un impératif pour accorder un sursis un peu large à François Bayrou? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous faut, vous dites, si on n'a pas de loi immigration, de nouvelle loi en mars, en avril, on se dirige vers la censure et on tombera dans le camp de la censure. C'est pas comme ça que les choses se passent. Moi, je pense qu'en matière migratoire... Vous n'en faites pas un prérequis. Non, mais en matière migratoire, il faut un sursaut ou le chaos. On le dit depuis longtemps. Il faut qu'on grave dans la Constitution le droit des étrangers. Il faut que nous gravions dans le marbre de cette Constitution les outils juridiques, administratifs, politiques qui vont nous permettre de lutter contre cette immigration. Aller dans la rue. Les Français n'en peuvent plus. 70% des Français pensent qu'on a un problème avec l'immigration. Ils ont bien compris que ça pesait sur, je l'ai dit, les services publics, mais sur leur culture, mais sur leur sécurité. C'est un discours qu'on a déjà entendu, Laure Lavalette. Je vous demande juste, est-ce que vous exigez une loi immigration ou pas? Évidemment qu'on l'exige, mais je crains malheureusement qu'il faudra attendre l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Mais encore une fois, nous n'avons pas gagné. On n'est pas là pour faire du chantage. La question n'est pas là. Nous, on est là pour améliorer le quotidien des Français. Moi, là, mon boulot, c'est de faire en sorte que les Français retrouvent du pouvoir d'achat et que les Français retrouvent de la sécurité. Moi, je suis mère de famille. J'ai 4 filles entre 16 et 23 ans. J'en ai marre d'avoir la boule au ventre quand les gens sortent. J'ai envie que mes filles puissent s'habiller comme elles en ont envie. J'ai envie qu'elles mettent des décolletés. J'en ai marre d'être systématiquement stressée parce que la vie, le quotidien des Français, c'est ça. Et 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. C'est pas mes chiffres, c'est l'INSEE, le ministre de l'Intérieur. 70% des vols en Ile-de-France et des vols avec violence sont le fait d'étrangers. Mais déjà, si ces gens-là n'étaient pas sur notre sol, ça réduirait mais drastiquement l'insécurité. Et les Français ont très bien fait le lien entre cette immigration massive, incontrôlée, et l'insécurité. Laure Lavalette, une image à vous montrer. C'est un tweet qui a été posté tout à l'heure par
par Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui réclame des excuses visiblement à la France insoumise, qui assume, je le précise, qui assume ce soir du côté des insoumis ce visuel-là, où on voit Marine Le Pen et Olivier Faure, les deux visages, et ces mots, les nouvelles alliances. Comment vous réagissez face à cette image-là? Chacun essaye de tirer la couverture à soi. Moi, je vais vous dire, les seules alliances que je connais, c'est ces alliances absolument baroques qui s'est passées entre le premier et le deuxième tour des législatives, qui ont empêché la France d'avoir une stabilité, qui ont voulu empêcher... Vous avez fait le même choix. Mais non, mais le même choix. Oui, c'est ce que vous dites les insoumis ce soir. Mais alors, et quand on a fait tomber le gouvernement, on avait fait aussi le même choix. Et c'était pas un problème. Et on l'a... Avec les insoumis. Mais on l'a complètement assumé, puisque nous voulions faire tomber ce gouvernement à ce moment-là. Vous savez, la vie politique, c'est des moments. Quand vous votez une motion de censure, c'est pas une alliance. Vous vous servez d'un outil constitutionnel. C'est pas parce que vous ne votez pas en même temps que c'est une alliance avec les autres. Enfin, encore une fois, 100 députés NFP ont été élus par le désistement de 100 macronistes et vice-versa, ou LR. Et en même temps, Laure Lavalette, vous ne demandez pas la démission d'Emmanuel Macron comme la France insoumise. Est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen n'est pas prête ? Non, vous êtes assez drôle quand même, Monsieur Daré, parce que déjà, alors c'est pas qu'on la demande pas, c'est parce que c'est un peu étrange de la demander. Elle fait partie, et vous avez raison, des 3 outils qui peuvent sortir la France d'une crise politique. On le connaît, il y a les législatives, vraisemblablement ça a été un fiasco absolument terrible. Il y a le référendum qui peuvent aussi aider, et il y a la démission du président de la République. Mais c'est à lui de savoir s'il est content d'être encore là. Moi, je pense que les Français ne veulent plus de lui, mais je pense que l'hubris du président de la République est tellement conséquent qu'il ne partira pas. Donc, vous savez, on se prépare. Chaque jour qui se passe, on se prépare à être l'alternance que veut ce pays. Et je vais vous dire pourquoi on est prêt. Parce que quand aux européennes, vous avez Jordan Bardella qui fait plus de 30%, avec une participation de plus de 30%, c'est-à-dire inégalée depuis plus de 30 ans, les Français ont envie d'un changement. Les Français ont envie d'alternance. Ils n'ont pas envie de nouveau Front populaire. On l'a bien vu avec les dernières municipales et l'échec de Louis Boyard. Les Français veulent un sursaut en matière migratoire, en matière sécuritaire. Et ce sursaut-là, je pense que seule ma famille politique pourra le ramener. Merci beaucoup, Laure Lavalette, d'avoir été avec nous ce soir face à BFM.